À Tombouctou, au Mali, dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation au Mali, MUNISMA, un détachement de casques bleus ivoiriens a fait l'objet d'une attaque terroriste. Bilan, 3 morts sur le champ. L'un des 4 blessés a succombé à ses blessures par la suite. L'attaque a eu lieu au nord de Bambara Maoudé, sur l'axe Douenza au centre et Tombouctou au nord-est, dans une région qui est l'un des foyers de la violence polymorphe qui ensanglante le Sahel. Le détachement de casques bleus ivoiriens a heurté un ou plusieurs engins explosifs improvisés avant d'être la cible de tir selon un mode opératoire courant, ont rapporté la MUNISMA et l'état-major ivoirien. Le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a salué la mémoire de ces soldats tombés au champ d'honneur et exprimé sa compassion aux blessés en leur souhaitant un prompt rétablissement. Ahmed Bakayoko a réaffirmé la détermination du gouvernement ivoirien à œuvrer dans le cadre de la MUNISMA à la restauration de la paix et de la stabilité au Mali. La MUNISMA, établie en 2013, a perdu plus de 230 de ses membres, dont plus de 130 dans des actes hostiles, selon des statistiques de l'ONU. C'est la mission la plus meurtrière pour les casques bleus dans le monde. C'est un décor devenu fréquent dans le quartier d'Okui-Olympe. Nous sommes dans la commune d'Abobo. Dame Oumou Ouattara réside ici. Elle y habite depuis le mois d'avril 2020. La septuagénaire n'a pourtant jamais vu de l'eau sortir de son robinet. Depuis que je suis arrivée en avril, il n'y a pas eu l'eau dans mon robinet. Mais je ne suis pas découragée, j'ai dit peut-être l'eau va venir. Mais c'est continuel. On est obligé, s'il n'y a pas de citerne, je vais payer, prendre un bidon là pour aller payer l'eau. Chaque jour, je paye l'eau. Comme elle, l'ensemble des ménagères éprouvent des difficultés à avoir de l'eau et accomplir leurs tâches. Une situation qui fâche. En colère, certaines refusent même de payer leurs factures. Moi-même, depuis que je suis rentrée dans ce quartier, je me suis jamais lavé avec le robinet de ma toilette. Nous n'avons pas de l'eau dans nos robinets et nos factures viennent. Moi, personnellement, je ne paye pas parce que je ne peux pas payer quelque chose que je ne consomme pas. Lassine Soumaoro est propriétaire de maison. La majorité de ses locataires ont fini par s'en aller. Il prend donc à bras le corps ce problème d'eau et tente de joindre tous les mardis la citerne d'eau offerte par l'ONEP, Office national de l'eau potable. C'est toujours injoignable. C'est injoignable. Toutes leurs tentatives pour régler définitivement ce problème sont restées vaines. Si les gens sont là sans l'eau, les gens de citerne, l'ONEF aussi, ils envoient citerne 2 fois par semaine. Vous voyez, la population là 2 fois par semaine. Et regardez, vous avez vu, c'est que les barques sont alliées. Mais ce n'est pas sérieux. C'est une situation qui dure depuis plusieurs années. Les habitants de ce quartier ont essayé par voies et moyens de résoudre cette pénurie d'eau, mais rien n'y fit. La pénurie d'eau ici au Dokui a même poussé certains locataires à partir des maisons et fragilisé quelque peu la cohésion sociale. Ces bassines et barriques installées derrière moi attendent en vain la citerne. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le tour des habitants de Dokui. La citerne ne viendra donc pas. Dokui-Olympe n'est pas le seul quartier frappé par cette pénurie. Ce quartier de Cocody, communément appelé les Oliviers, vit aussi cette pénurie. La raison, des travaux de bitumage des principales routes du quartier qui ont endommagé les installations d'eau potable. Face à l'urgence, certains habitants ont cassé plusieurs tuyaux, les ont fait raccorder et s'en servent à leur guise. Comme ici, devant le centre de santé à base communautaire du quartier. D'autres, par contre, se ravitaillent en eau potable dans ces toilettes publiques où l'hygiène laisse à désirer. Depuis plusieurs mois, ces pompes installées par les soins de l'Office national de l'eau potable à tous les coins de rue sont devenues des endroits de retrouvailles, mais aussi de disputes. Je suis femme de métier, je me réveille à 3 h du matin et je viens faire rendre d'eau. Souvent, mais il n'y a pas là, on ne trouve pas l'eau. On s'est rendu compte que juste derrière nous, notre carrefour, il y a certains coups où il y a l'eau et nous, on n'a pas d'eau. Mais quand on s'est rendu, on dit non, qu'il y a des branchements parallèles, tu leur donnes l'eau. Dans leur colère et face à la durée de la pénurie, les populations des 2 quartiers visités pointent du doigt la SODECI, Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, et l'ONEP, Office national de l'eau potable. Justement, que fait l'ONEP pour remédier à cette pénurie? Quelles sont, au-delà des causes déjà évoquées, les autres raisons de cette absence d'eau?
Pour en savoir davantage, nous convions les équipes de l'ONEP, de la SODECI et du ministère de l'Hydraulique à une visite de terrain. Nous commençons par le quartier des deux plateaux, les Oliviers. Les responsables de l'ONEP s'inquièrent des difficultés des populations. C'est un quartier en pleine restructuration. Donc, comme vous le voyez, il y a des travaux de voirie qui sont en cours. Et au cours de ces travaux-là, il se trouve que les canalisations d'eau potable ont été endommagées. D'accord. Donc, les canalisations étant endommagées, les populations qui ont accès habituellement à l'eau potable via les compteurs, aujourd'hui ne peuvent plus l'avoir. Donc, pour ne pas priver totalement la population d'eau potable, il a été installé des points d'eau que vous voyez. Non loin de cette pompe, un vaste chantier pour le retour de l'eau dans le quartier. Nous avons un cas typique des dommages causés par les travaux de voirie. Donc, les engins, en faisant les excavations, ils ont eu à endommager la conduite. Donc, c'est le bout de conduite endommagé. Donc, quand ce cas se présente, d'accord, il faut sectionner la conduite et remplacer la partie endommagée. Cap est mis ensuite sur Dokui Olympe. À la vue de la délégation, les populations accourent. Ici, c'est un tout autre fléau qui est à la base de cette pénurie, comme nous l'explique le directeur régional de la SODECI. Vous êtes en train de constater ce que nous voyons ici, qu'on appelle les suppresseurs, que la population installe de façon anarchique et ça déséquilibre le réseau. Quand on a mené nos enquêtes, il se trouve qu'on a des groupes de fraudeurs qui s'installent au bas du réseau et qui pompent toute l'eau qui est enclin à arriver dans ce quartier-là. Et ces fraudeurs vraiment revendent cette eau 10 fois plus cher à la population. Malgré les efforts qu'on fait pour pouvoir envoyer de l'eau suffisamment dans ce quartier, mais cette eau est détournée. Le ministère de l'Hydraulique a initié depuis quelques mois un vaste projet visant à mettre fin au manque d'eau dans 155 quartiers et sous-quartiers du Grand Abidjan, appelé projet APTF, amélioration des performances techniques et financières du secteur de l'eau potable. Au-delà de ce projet, l'Office national de l'eau potable insiste sur la contribution des populations pour démasquer les réseaux de faussaires qui leur revendent illicitement l'eau potable. En attendant, le ministère de l'Hydraulique l'assure, avant la fin du mois de janvier, toutes les dispositions seront prises pour que ces quartiers renouent avec l'eau potable. Après 2 jours de réflexion sur la question de la promotion de l'abandon des violences faites aux femmes, y compris les mutilations génitales féminines, imams et prédicateurs s'engagent. Convaincus qu'une interprétation appropriée et contextualisée des textes sacrés de l'islam et des prescriptions du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, ne peut justifier ni soutenir une quelconque forme de violence faite aux femmes, nous nous engageons à nous approprier les dispositions prises par l'État et ses partenaires pour promouvoir l'abandon des mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire. Après les guides religieux, c'est aux femmes prédicatrices musulmanes de joindre leur voix à la lutte à travers des recommandations. Concevoir et produire des dépliants et boîtes à images comme support des prédications et de sensibilisation sur des questions de santé et de population. Organiser des séances d'information et de formation des guides religieux, prédicateurs et prédicatrices sur des questions de santé et de population. Cet atelier est une initiative de la Fondation AFSI People for Development et la Fondation Djigui, la Grande Espérance. Chaque participant, en retournant, devra déjà dans un premier temps restituer, n'est-ce pas, les conclusions de cet atelier. Et nous allons continuer de les accompagner sur cette voie-là pour que les conclusions de cet atelier, n'est-ce pas, ne restent pas dans les tiroirs. La Fondation Djigui, la Grande Espérance, voudrait compter avec vous et sur vous afin de poursuivre les actions de plaidoyer au niveau communautaire et familial. Nous visons la tolérance zéro. Il faut qu'ensemble nous agissions maintenant et surtout avec détermination, avec courage et conviction. Une vision à laquelle adhèrent déjà ses responsables religieux. Au cours de cet atelier, on a compris beaucoup de choses. On nous a assez outillés
nous donner plus d'arguments pour pouvoir convaincre les parents à abandonner ces activités néfastes. Les mutilations génitales féminines touchent environ 36,7% des femmes âgées de 15 à 49 ans en Côte d'Ivoire, avec un taux de prévalence qui avoisine les 75% dans les régions nord et nord-ouest du pays. Les guides religieux musulmans sont désormais des volontaires pour la promotion de l'abandon de cette pratique aux multiples conséquences néfastes.